Alors vous êtes l'auteur d'une étude qui postule que lorsque nos regards se croisent, notre attention se focalise sur l'interaction sociale, ignorant ou à tout le moins perturbant la notion du temps. Oui. Alors voilà, première question, avant que je vous demande votre point de départ de l'étude et puis ces postulats. Oui. Est-ce un automatisme de l'ordre du réflexe? Est-ce une expression de l'altruisme humain? Ou pourquoi pas une étape de l'évolution qui pourrait encore évoluer, cette manière de croiser nos regards? Alors, le fait que, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à cette thématique, c'est qu'en fait, si vous regardez, on vous parlait de réflexe et d'automatisme, en réalité, regarder les personnes dans les yeux et, disons, avoir une sensation, un besoin de contact, c'est quelque chose qui est en réalité, je ne vais pas utiliser le terme aberration, mais c'est par rapport à la manière dont l'ensemble du règne animal fonctionne dans les interactions regard, c'est très différent. Vous voyez, par exemple, je donne toujours cet exemple que je trouve très intéressant du zoo d'Amsterdam. Alors, le zoo d'Amsterdam a des gorilles, en fait, des gorilles qui sont assez proches de nous en termes de l'évolution. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ces gorilles, en fait, lorsque les spectateurs regardaient ces gorilles, en fait, les gorilles directement étaient rentrés dans une phase d'agressivité très très importante. Et tellement forte que pour finir, en fait, ce que le zoo a fait, c'est qu'en fait, il a demandé à tous les visiteurs de mettre des petites lunettes en carton sur lesquelles étaient disposés des faux yeux imprimés qui regardaient légèrement sur le côté, avec un petit trou à l'intérieur qui permettait aux spectateurs de pouvoir regarder le gorille et que le gorille, lui, par contre, ne se sente pas, disons, n'ait pas l'impression que le regard croisait le regard des spectateurs. Donc, par définition, le croisement du regard et ce contact visuel, il semble plutôt être en lien avec une réaction émotionnelle. Est-ce que pensez-vous que tout au long de l'évolution et pour les prochains millénaires, des choses puissent bouger? Les lignes pourraient-elles bouger et que le regard, n'accède à un autre statut que celui que vous constatez? Alors, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un certain, si on imagine que les ancêtres de l'être humain avaient des réactions semblables à celles de ce gorille, c'est des réactions agressives lorsque les contacts visuels se mettaient en place. Depuis que l'homme a obtenu un statut ou en tout cas a évolué en une espèce hautement sociale, c'est là où, du coup, il y a quand même une évolution dans la manière dont on traite ce regard qui perd, ou en tout cas qui n'a plus totalement cette réaction purement émotionnelle, mais qui amène à une réaction beaucoup plus d'intérêt, de capture de l'attention, qui est ce qu'on observe et ce que nous discuterons juste ensuite dans les résultats de la recherche. Voilà, alors absolument, la transition est faite. Votre étude, le point de départ et ses postulats, quels sont-ils? Alors, je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a depuis un certain nombre d'années des grandes discussions qui se font savoir comment est-ce que le regard, quel est l'impact du regard sur la cognition humaine et le contact visuel spécifiquement. Vous savez, on dit que le regard, c'est la fenêtre de notre âme. Et il est vrai qu'à chaque fois qu'on croise le regard de quelqu'un dans une interaction, il y a toujours quelque chose d'étrange. Et la question de savoir si cette réaction particulière, elle est émotionnelle ou bien est-ce qu'elle est attentionnelle, elle est très importante. Entre autres, et on en parlera probablement plus tard, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans certaines pathologies. Mais à un niveau scientifique, elle nous permet un peu de comprendre comment est-ce que ce regard, comme vous l'avez dit aussi, a évolué, ou est-ce qu'il a vraiment évolué d'un statut, disons, purement émotionnel versus un statut plutôt d'objet d'intérêt. Oui. Alors vous parlez de regard direct ou de regard dévié. Oui. J'aimerais que vous précisiez, même si vous l'avez déjà dit en filigrane, bien entendu. Et le deuxième volet, c'est également les visages statiques ont un statut particulier. Alors, la première chose, donc quand je parle de visage direct, de regard direct ou de regard indirect, il faut simplement partir du principe que le regard direct, c'est le regard qui, partant d'un point, disons, extérieur à nous, vient vers nous et va nous regarder. Voilà, ça c'est le regard direct, c'est ce qui amène en fait au contact visuel. Le regard dévié, c'est simplement qu'un regard
qui va regarder dans le vide va s'orienter loin de vous, simplement. Et à ce moment-là, on parlera de regard dévié, de regard qui se déplace loin de vous. C'est vraiment, voilà. Et ce qui est important aussi là, donc lorsque l'on compare, parce que je vous parlais de statique versus dynamique, c'est que dans l'étude particulièrement, nous sommes intéressés à la manière dont le regard a été traité lorsque l'on présente simplement des images, disons une image juste présentée à l'ordinateur, versus un mouvement dynamique du regard, un mouvement qui en réalité est beaucoup plus proche des interactions réelles que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours. On va très rarement interagir avec une photo. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui a capté votre attention? Évidemment, je suis obligé de reprendre là. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui a capté votre attention au point de d'y consacrer une étude? Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis bon, ça va faire, disons, un certain nombre d'années que je travaille sur ce domaine, bien sûr, et dans des expériences, ou en tout cas, m'intéressant plutôt à des aspects, disons, assez basiques du traitement visuel. Comme vous avez expliqué, mon laboratoire s'intéresse à la recherche visuelle, au traitement attentionnel, ce genre de choses. Et puis en fait, depuis un certain nombre d'années, donc les questions de savoir si le regard, le contact visuel attire notre attention ou pas, et c'est un peu des recherches qui tournent en rond, dans le sens où certains disent oui, d'autres non, d'autres je ne sais pas. Et moi-même personnellement, j'ai pu démontrer que certaines fois une expérience montrait quelque chose et des fois l'inverse. Et en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé un peu de changer de perspective et de manière de voir cette question en utilisant une autre méthode, un autre domaine qui est totalement différent de la perception du regard, qui est la perception du temps. Et je ne sais pas si c'est maintenant le moment où je souhaite parler un peu de ça. Mais oui, j'aurais juste... Oui, tout à fait. Alors, j'allais y venir. J'ai juste une toute petite question avant. Oui, bien sûr. Qui est un petit peu peut-être une anecdotique, vous allez me le dire. Peut-on mentir par le regard? Est-ce que l'on peut arriver à avoir cette distanciation avec une émotion et puis vouloir faire qu'elle dise autre chose de ce que l'on dit en fait? Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Bah, je pense qu'on peut, on peut mentir, on peut. Après, il faut voir ce que l'on entend par mentir. Si on dit qu'on peut mentir par le regard, qu'est-ce qu'on entend aussi par dire la vérité par le regard? C'est ça qui est toujours un peu difficile à définir. Mais par contre, on peut, comme on dit, regarder droit dans les yeux quelqu'un et dire quelque chose de totalement faux. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Et le fait de pouvoir le faire, ça suggère que on arrive à contrôler plus ou moins les réactions en lien avec l'interprétation qu'on a du regard, et du regard d'autrui et du regard qu'on porte sur les autres. Ouais. Alors, la distorsion temporelle, nous y voilà. La notion du temps est un marqueur du traitement que notre cerveau opère. Vous le dites tout au long de l'étude, c'est quelque chose de central pour vous. Voudriez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, les différentes expériences que j'ai pu mener m'ont amené un petit peu à changer ma perspective et à réfléchir à la manière dont on pouvait vraiment s'intéresser à des mécanismes qui permettent de dissocier l'attention de l'émotion. Et il se trouve que la perception du temps, elle le permet de manière assez élégante. Et si vous voulez, je vous explique comment c'est possible. Alors, bon, tout simplement, alors ce qu'il faut comprendre des mécanismes de la perception du temps, c'est que chacun d'entre nous, on aurait en fait, ça c'est l'idée, c'est une métaphore bien sûr, mais on aurait un métronome qu'on appelle pacemaker, qui donnerait un rythme. Et l'idée est que pour, disons, estimer le temps qui passe, nous allons mesurer le nombre de battements que va faire ce métronome durant un temps donné. Voilà, ça c'est le principe de base. Et ce qui se passe, c'est que selon les différents types de mécanismes qui peuvent intervenir lors de cette évaluation du temps, eh bien, on peut avoir soit une surestimation du temps, soit une sous-estimation du temps par rapport, comme je l'ai dit, à une durée spécifique. Là, un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est imaginer que vous devez faire cuire des pâtes qui vous reste 2 minutes. Voilà, il faut pouvoir estimer correctement à quel moment est-ce que vous allez voir vos pâtes. Et ça, c'est une estimation du temps.
Maintenant, si pendant ces 2 minutes où vous allez devoir attendre que les pâtes soient cuites, vous êtes captivé par quelque chose, ou bien que vous êtes en train de regarder, par exemple, là, un exemple, vous pouvez regarder une vidéo sur Internet, à ce moment-là, votre attention va être attirée, en tout cas, par l'activité que vous êtes en train de faire, et le fameux comptage des battements de votre métronome va être moins précis. Et par conséquent, vous allez sous-estimer le temps qui passe et probablement que vous allez oublier vos pattes sur votre plaque et vos pattes seront trop cuites. Ça, c'est pour la sous-estimation qui donc impacte le système attentionnel. Ok. Pour l'autre, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un stimulus lorsque quelque chose va activer votre système émotionnel, au contraire, cette fois-ci, c'est votre métronome qui va s'accélérer et qui va donner beaucoup plus de rythme que prévu. Et c'est à ce moment-là que, au lieu d'une sous-estimation, vous aurez une surestimation du temps. Vous allez aller voir vos pattes beaucoup trop tôt que ce qui aurait dû être 2 minutes. Vos pattes seront pas assez cuites, seront al dente, mais tout ça est lié au fait que vous avez ce fameux métronome qui a été chamboulé par l'activation émotionnelle. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le temps répond à notre regard, d'une certaine manière, en tout cas à l'interprétation que l'on a. Exactement. Alors là, je vais vous donner des exemples un petit peu autres que le regard, mais en fait, l'idée, c'est aussi de vous illustrer un peu la manière dont cette perception du temps elle fonctionne. Et dans le cas du regard, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'effectivement, lorsqu'on entre en interaction avec une personne, avec un contact visuel, on observe cette fameuse sous-estimation du temps, qui par conséquent suggère que le regard que l'on a croisé a capturé notre attention et a du coup altéré la perception du temps. Cet effet n'apparaît pas lorsque l'on fait la même expérience, mais cette fois-ci avec des regards qui vont simplement se déplacer vers l'extérieur. Alors, y a-t-il, parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, me semble-t-il, y a-t-il une limite au-delà de laquelle on ne supporte plus un regard? Nous avons parlé de ces 3 secondes. Alors voilà, ces 3 secondes, sont-elles la limite cette moyenne de 3 secondes, est-elle la limite sur laquelle un regard doit dévier, ou alors s'il se poursuit, c'est qu'il y a quelque chose de plus? Alors, effectivement, je vais être honnête, je connaissais pas cet adage, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en réalité, ça colle tout à fait avec les données qui ont été récoltées ces différentes années sur cette fameuse durée, disons, idéale du contact visuel, qui est de 3,5 secondes, je crois. Et effectivement, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans ces expériences, si on maintient le regard plus de 3,5 secondes, à ce moment-là, on rentre dans une sorte de sentiment un petit peu d'inconfort. Le regard est, on va dire, beaucoup trop soutenu. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose d'un peu étrange. Maintenant, c'est pas pour autant que vous pouvez artificiellement déplacer vos yeux d'un contact visuel si vous dépassez 3,6 millisecondes, 3,6 secondes. Mais par contre, effectivement, ça semble démontrer que le contact par les yeux de manière soutenue a quand même un effet un peu négatif. Et c'est aussi pour ça que dans l'étude que j'ai faite, nous sommes concentrés sur des interactions assez courtes qui duraient entre 0,8 secondes jusqu'à 1 seconde 8. Donc vraiment en dessous de 2 secondes pour que ce soit au plus proche de la dynamique naturelle des interactions par les yeux. Y a-t-il également d'autres types de suspension du temps par le regard? Je pense notamment au moment où on a un regard bloqué. Ça peut être de la sidération lorsque l'on est en état de choc. Voilà, il y a des événements qui le produisent. Ça pourrait être la contemplation, un paysage, une introspection qui prend la forme d'un regard. Voilà, est-ce que le temps se suspend également à ces moments-là? Alors oui, mais ce qui va être important dans ces cas il me semble, en tout cas dans ces cas de longues interactions, si on veut, avec l'extérieur, c'est qu'elles ne sont pas des interactions, en tout cas spécifiquement liées à l'interaction entre 2 regards. Elles sont la manière dont on va observer le monde extérieur,
soit être dans un état de choc, c'est-à-dire vraiment ne pas pouvoir bouger. C'est vraiment là une bonne illustration de l'effet de l'émotion sur notre perception du temps, en tout cas de la manière dont on réagit. Et puis la contemplation, là, c'est clairement que notre attention va être focalisée sur ce qui est extérieur, ce qui nous transcende en fait, et par conséquent, le temps va être perçu comme étant sous-estimé. C'est vraiment en fait des très bonnes illustrations autres que les illustrations donc d'interaction par les yeux, mais qui démontrent à quel point est-ce que le temps, en tout cas la perception que l'on a de ce temps, va varier selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Dans la langue française, nous avons de nombreuses expressions qui comportent le terme regarder ou regard. Oui. Typiquement, se regarder du coin de l'œil, se regarder également par intermittence. Est-ce que voilà, ces modalités de se regarder font-elles partie de votre champ d'expertise, de votre champ d'études? Alors oui, dans le sens où bien, en fait, comme tout, les expressions de langage sont liées à des choses qui ont été observées par l'humain depuis des générations. Ça ne sort pas de nulle part. Hein. Là, l'exemple que je donne toujours par rapport au regard et à l'impact qu'il a sur notre système perceptif, c'est la légende de Méduse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette légende dans laquelle Méduse est un monstre qui, par son regard, va pétrifier. Oui. Exactement. Et typiquement, c'était un phénomène qui est intéressant, qui montre que depuis un certain nombre de siècles et des millénaires, on s'est rendu compte que le regard pouvait quand même avoir quelque chose de particulier, surtout lorsqu'il rentrait en contact. Les deux regards se rentraient en contact. Alors là, ça prend plus la tournure d'un effet, je dirais plutôt émotionnel, mais en fait, être pétrifié, c'est peut-être une interprétation que je fais juste maintenant en live parce que j'y avais pas pensé avant. Mais effectivement, on pourrait imaginer que ça peut être aussi une manière d'illustrer cette fameuse distorsion du temps. En fait, on est pétrifié, le temps passe plus lentement, et on est bloqué, quoi. Vraiment, c'est peut être une manière de voir. Mais en tout cas, oui. Et si la langue française utilise autant les yeux dans ces expressions, c'est vraiment qu'il y a des mécanismes très intéressants et très, disons, universels qui sont en lien avec ce regard. Mmh, d'accord. Alors pour Sartre, l'enfer c'est les autres. Est-ce que pour le regard d'autrui, combien pèse-t-il? Je pense à, voilà, vous savez, et vous le mentionnez d'ailleurs dans votre étude, mais quand on se sent observé et que tout d'un coup on va se tourner, avant même de savoir pour de vrai si on l'est, et également, voilà, se sentir épié, voilà, j'imagine que ça participe de certains processus pathologiques. Voilà, voudriez-vous nous dire quelques mots à ce propos-là? Oui, bien sûr. Alors, si vous vous rappelez, en tout début d'émission, je vous ai parlé des différentes, disons, stades de traitement du regard. Donc, on est dans une foule, on observe, on a la sensation que quelqu'un nous observe. Ensuite, on va déplacer notre regard pour rentrer en interaction avec, et ensuite on va interpréter ce regard. Et en fait, là, les deux exemples que vous avez donnés sont soit liés à la première étape, c'est-à-dire cette sensation que l'on est observé, ok. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu. En fait, on a une sorte de propension à se sentir observé. Ça a été prouvé par différentes études ces dernières années. Après, la question, c'est à quel point est-ce qu'on a la sensation d'être observé, et puis comment est-ce qu'on interprète tout ça. Mais c'est vraiment ensuite, et c'est ensuite à la dernière étape, le stade de l'interprétation du regard, que là, les yeux peuvent avoir cette lourdeur, comme vous avez dit, le fait de se sentir épié, et c'est vraiment l'interprétation du regard qui est important. Le terme en anglais pour ça, c'est le watching eye, c'est les yeux qui nous observent et qui sont en fait un miroir, disons, de notre propre comportement. Le regard, l'attention que les autres nous portent, nous ramène à nous. Une personne qui est aveugle, comment est-ce qu'elle compense pour arriver à voir ces informations d'une autre manière? Par exemple, si une personne est en colère, on peut par exemple le voir par rapport au regard. Comment est-ce qu'une personne aveugle arrive à compenser et à comprendre en fait le monde?
Alors bon, alors on va dire que, en tout cas pour une personne aveugle qui n'a plus d'informations visuelles pour comprendre le monde, il y a beaucoup d'autres informations disponibles qui nous permettent de comprendre les autres. Le premier et le plus important, c'est vraiment le son. Et en fait, il y a en termes d'expression émotionnelle vocale ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est la manière dont vocalement vous allez exprimer une expression. Typiquement, présenter une expression de colère, ce serait, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça, juste avec la voix, ou bien, ça c'est une prosodie, mais ça peut être aussi une intonation de voix, une manière de parler. Ça peut être la joie aussi, hein, vous êtes souriant, ça s'entend vraiment. Et donc, je dirais que sans l'information entrante, donc sans la possibilité de voir, une personne qui est aveugle, par contre, arrive quand même à utiliser ces autres canaux sensoriels pour vraiment comprendre et interpréter les intentions et les émotions des personnes autour d'elle. Okay. Voilà. Caro, autre chose? D'accord. Alors, petite question obligatoire, hein. Est-ce que des applications sociales ou médicales pourraient s'imprégner de votre étude, et si c'est le cas, lesquelles? Très bien. Alors, c'était là-dessus où tout à l'heure j'ai dit qu'on en discuterait. Eh bien, en fait, le fait d'avoir fait cette expérience, donc à un niveau, je dirais, scientifique pur, elle permet un petit peu de résoudre plein de questions, comme j'ai dit, qui restaient en suspens ou qui n'étaient pas très claires. Mais en plus de tout ça, le fait de pouvoir très spécifiquement dissocier les effets qui sont liés à l'attention et les effets qui sont liés à l'émotion grâce aux propriétés donc de cette perception du temps, elle permettrait, en tout cas, et c'est des choses que je vais essayer de mettre en place ces prochaines années, c'est de mieux comprendre les mécanismes en cause lors de traitements, disons, pathologiques du regard et de l'interaction sociale. Et vraiment, je pense que bien comprendre les mécanismes qui sont en place et qui sont peut-être un peu déficitaires dans ces pathologies, ça va permettre vraiment de pouvoir mieux intervenir de manière beaucoup plus précise et vraiment de travailler, de trouver des traitements qui sont beaucoup plus spécifiques. Vraiment, comme je dis, si par exemple une pathologie est en lien avec des problèmes de l'attention et que les traitements qui sont faits sont tout en lien avec par exemple l'évaluation émotionnelle ou des choses en lien avec les émotions, eh bien forcément ça va pas bien marcher. Donc si on arrive à utiliser cette méthode pour bien comprendre les mécanismes sous-jacents donc aux pathologies, à ce moment-là on pourra mieux intervenir et être beaucoup plus efficace. La mort viendra et elle aura tes yeux, écrivait le poète Cesare Pavese. Est-ce le regard et l'observation une donnée de notre survie? Alors tout à fait, vraiment c'est là-dessus qu'on essaie, en tout cas que c'est en quoi ce domaine est très intéressant et important, c'est parce que vraiment le fait à la fois de voir l'œil en fait est dual, il permet à la fois de voir le monde extérieur. Mais comme on l'a dit beaucoup durant cette intervention, il est aussi central dans l'interaction et le regard des autres, vraiment. Et ça, Sartre en parle beaucoup, on parle très bien. Ça, vraiment, c'est ce qui va forger notre propre nous-mêmes, notre identité. Et l'interaction que l'on fait entre nous et les autres, elle passe par un canal spécifique qui est le contact par les yeux. Et vous terminez votre étude par la citation suivante: « Le temps s'arrête lorsque nous croisons le regard d'autrui ». Oui. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Actuellement, je suis en train de faire de lancer une étude en imagerie fonctionnelle sur la thématique du regard et on s'intéresse à l'impact du vieillissement sur le traitement du regard. Et il se trouve que avec la pandémie et la situation actuelle dans laquelle on vit, pour faire un petit peu de retrouver ces personnes pour qu'elles acceptent de participer à nos études, c'est très difficile. Si des gens sont intéressés à participer à des études sur la thématique, ils peuvent me contacter et puis ce sera plus simple. La dernière chose, c'est l'impact des masques en fait, parce que vous savez bien que les masques, ça fait plus ou moins un an que maintenant mais vous l'avez dit, je crois d'ailleurs, qu'on vit avec les yeux, avec les 2/3 du visage masqués. Et il se trouve en fait qu'il existe des pathologies neurologiques qui sont assez proches des troubles qu'on peut observer et que vous avez probablement observé vous-même. C'est-à-dire qu'avec un masque, vous essayez de retrouver votre collègue ou un ami et
difficile. Hein. Vraiment, vous voyez bien les traits du visage, vous voyez les yeux, vous voyez les cheveux, vous voyez le masque, les oreilles, mais l'identité. Et en fait, il se trouve qu'il y a une pathologie qu'on appelle la prosopagnosie, donc la perte de la capacité de reconnaître l'identité, qui fait la même chose en fait chez des patients. Ils voient bien les traits du visage, mais ils n'arrivent pas à en faire un tout. Et la seule chose que je voulais dire à ce sujet, c'est qu'en fait, le fait de porter un masque semble en fait plus ou moins tous nous faire devenir à un certain niveau prosopagnosique. Comment on en sort? Vous pensez que voilà, quand on sortira de ce port altruiste du masque, eh bien, on recouvrera automatiquement facilement nos capacités de base, ou ça va être un petit peu compliqué? Grande question, parce que souvent on me pose la question du masque chez les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est une question récurrente et la seule chose que je peux dire de là en tant que jeune papa qui vit avec une toute petite fille qui a 1 an et demi actuellement et qui passe ses journées avec des personnes en masque, c'est qu'en réalité, effectivement, elle passe ses journées avec des personnes qui ont un masque sur le visage, mais les interactions qu'elle a avec d'autres enfants se passent sans masque. L'interaction qu'elle a avec nous, ça se passe sans masque. Les interactions qu'elle a avec ses proches, ça se passe sans masque. Donc, je pense pas qu'en termes de développement, il y ait des choses qui soient trop importantes, sauf si ça dure pendant 15 ou 20 ans, bien sûr. Pour les adultes, je pense qu'on on s'adapte. On va aussi probablement être beaucoup plus sensible aux yeux par la suite. Vraiment, je pense que ça, c'est un contre-coup de l'utilisation et de la perte de la moitié des informations des visages. C'est vraiment une surutilisation des yeux. Et ça peut perdurer. Vraiment, je pense que alors que on pouvait, par exemple, se concentrer sur la bouche lorsqu'on était en interaction avec une personne, maintenant, ça devient quasiment impossible. Ou alors on évite le regard. D'accord. Donc ça, vous pensez que c'est concrètement quelque chose qui peut par la suite surgir, c'est cette focalisation sur les yeux. En tout cas, c'est-à-dire que les yeux vont vraiment garder cet aspect d'encre. En fait, on appelle ça techniquement, on dit une encre. C'est une encre pour le maintien de notre regard sur le regard d'autrui. Et comme j'ai dit, vu qu'on n'a plus d'autres points de repère, eh bien, on va probablement essayer de continuer à utiliser ce point de repère. Mais je le répète, les humains s'adaptent très facilement. Ils s'adaptent dans un sens comme dans l'autre, et je pas de doute à ce que on revienne, si l'on veut, comme avant. Mais de nouveau, sauf si on reste pendant 15 20 ou 30 ans comme ça, quoi. On l'espère pas. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie énormément d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. On le rappelle, Nicolas Burat, vous êtes docteur en neurosciences, maître assistant à la FAPC de l'Université de Genève, donc la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Vous faites partie de l'équipe de cognition visuelle. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps. Merci beaucoup. Merci, au revoir.